Il a été emprisonné 4 fois dans les prisons les plus imprenables du Japon. Il s'en est évadé 4 fois. Sans armes, sans complices, sans aide extérieure. Juste avec son intelligence, sa volonté et parfois de la soupe miso. Mais comment est-ce seulement possible? Voici l'histoire de l'homme que le Japon n'a jamais réussi à garder enfermé. Tout commence dans le Japon des années 1930, une époque marquée par une pression sociale immense sur les forces de l'ordre. Yoshi Shiratori est alors un simple pêcheur de 28 ans vivant à Hokkaido avec sa femme et sa fille. Un vol suivi d'un meurtre dans un entrepôt de la préfecture d'Aomori déclenche une longue chasse à l'homme. En 1935, un suspect arrêté dénonce Yoshi comme complice. Convaincu de pouvoir prouver son innocence, il commet l'erreur fatale de se rendre lui-même à la police. Ce seul geste va détruire sa vie entière. Mais ce qu'il va faire ensuite est encore plus fou. Dès son arrestation, Yoshi affirme haut et fort qu'il n'a pas tué la victime. Mais le régime militariste japonais a besoin de projeter une image d'ordre et de puissance. La police devient un instrument de contrôle autant qu'un outil de justice. Résoudre rapidement les affaires n'est plus seulement une question de justice, c'est une nécessité politique et symbolique. Yoshi, homme isolé sans soutien ni influence, représente la cible idéale. Il n'a aucune chance face à une machine judiciaire qui a déjà choisi son coupable bien avant le procès. Selon son propre récit, un gang local aurait en réalité orchestré le crime. Mais les autorités préfèrent concentrer leurs efforts sur lui. Aucune preuve matérielle sérieuse n'existe contre lui. Aucun témoin crédible ne l'accable. Et son plaidoyer d'innocence reste constant. Pourtant, la police lui arrache des aveux uniquement à force de pression intense et de torture physique. L'enquête bâclée mène à une conclusion absurde et le procureur réclame la peine de mort. Le sort de Yoshi est scellé non par la vérité, mais par la nécessité d'un bouc émissaire. Et ce n'est que le début de son calvaire. Incarcéré début 1936 à la prison d'Aomori, Yoshi découvre un univers conçu pour briser les hommes. Travail forcé inhumain, repas insuffisants, cellules sombres et glaciales, violence physique quotidienne des gardiens, aucun soin médical. Ces conditions éveillent en lui quelque chose de viscéral et de profond. Pourquoi devrait-il accepter une condamnation qu'il n'a pas méritée? Toutes les humiliations subies ne font qu'alimenter son désir ardent de liberté. Une décision radicale s'impose alors à lui, et rien ni personne ne pourra l'en faire changer. Yoshi commence à observer son environnement avec une minutie remarquable. Il note les habitudes des gardiens, leur trajectoire, les brèves fenêtres de vulnérabilité dans leur routine. Il découvre une faille cruciale. Un intervalle de 15 minutes sépare chaque ronde, suffisant pour agir. Dans cet environnement hostile, toute aide extérieure est impossible. C'est finalement le bout de fil de fer d'un vieux seau de distribution alimentaire qui devient son allié le plus précieux. Un objet insignifiant transformé en clé vers la liberté. Ce qu'il va en faire va stupéfier tout le Japon. Chaque soir, lorsqu'il est certain de ne pas être observé, Yoshi manipule patiemment la serrure de sa cellule et apprend à la crocheter. Il place des planches sous son futon pour créer l'illusion d'un corps endormi. Un soir de juin 1936, 8 mois après son incarcération, il passe à l'action. D'un geste précis, il déverrouille sa porte,
avance silencieusement dans les couloirs sombres, évite les gardiens, franchit les dernières barrières et retrouve enfin le souffle de la liberté. Première évasion réussie. Mais la liberté sera de courte durée. À peine libéré, Yoshi se retrouve confronté à la survie d'un homme traqué. Après 3 jours de fuite épuisante, affaibli à l'extrême, il tente de s'introduire dans un hôpital local pour voler des médicaments. Ce geste attire immédiatement l'attention et il est aussitôt recapturé, sans avoir pu revoir ni sa femme, ni sa fille. Cette évasion avortée entraîne des conséquences bien plus sévères. Désormais considéré comme un évadé dangereux, le système va tout faire pour le briser définitivement. Mais ce qu'il va endurer ensuite ne fera que le rendre plus redoutable. En 1941, Yoshi est transféré vers la prison d'Akita, réputée pour sa sécurité infaillible et la cruauté de ses gardiens. Les cellules y sont conçues comme de véritables coffres-forts, avec des murs recouverts de plaques de cuivre lisse pour empêcher tout prisonnier de grimper. Les fenêtres sont si petites qu'elles ne laissent passer qu'un mince filet de lumière. Les gardiens ont entendu parler de lui et sont prêts à l'accueillir de la pire des manières. Pourtant, loin de l'abattre, cette répression redoublée ne fait qu'aiguiser son esprit et renforcer sa détermination. Il observe, il analyse, il attend. À Akita, menotté en permanence et contraint de dormir sur le sol froid, Yoshi subit régulièrement la violence et l'humiliation des gardiens. Un seul d'entre eux, un certain Kobayashi, fait preuve d'une humanité inhabituelle à son égard. Ces rares moments de douceur contrastent violemment avec la brutalité du quotidien. Les mois puis les années s'écoulent douloureusement. Mais Yoshi continue d'observer en silence, cherchant la faille que personne d'autre ne verrait. Et il finit par la trouver, là où personne ne l'attendait. Ce qu'il découvre va changer tout le cours de l'histoire. Le 14 juin 1942, les gardiens effectuent leur ronde et ouvrent la cellule de Yoshi. Elle est vide. Les menottes reposent soigneusement sur le sol, comme si le prisonnier s'était littéralement volatilisé. Pour cette deuxième évasion, Yoshi avait découvert une seule et unique faille dans cette prison réputée inviolable. Le cadre du petit puits de lumière au plafond n'était pas en métal comme le reste, mais en bois. Une imperfection invisible à l'œil inattentif, mais décisive pour un esprit aussi aiguisé que le sien. Nuit après nuit, il avait préparé sa sortie dans un silence absolu. Mais le plus impressionnant reste encore à venir. Après avoir crocheté ses menottes chaque soir, Yoshi grimpait le long des murs lisses en utilisant le mur d'en face comme appui pour se hisser jusqu'au plafond. Millimètre après millimètre, semaine après semaine, grattant patiemment le bois du cadre. Le 14 juin 1942, une violente tempête lui offre l'occasion parfaite. Il utilise le bruit assourdissant du tonnerre pour couvrir ses mouvements. Le cadre cède enfin. Malgré les blessures infligées à son corps déjà fragile, il s'extirpe dans un effort quasi surhumain, escalade les murs de cuivre lisses sous la pluie battante et retrouve la liberté. Pour la deuxième fois. Cette deuxième liberté dure 3 mois. Mais Yoshi comprend vite qu'une vie de fugitif ne lui permettra jamais de retrouver sa famille. Il repense alors à Kobayashi, ce gardien qui avait fait preuve d'humanité envers lui. Peut-être pourrait-il l'aider? Sans hésiter, il se rend jusqu'à sa maison. Kobayashi l'accueille et les deux hommes discutent. Mais lorsque Yoshi s'absente un instant aux toilettes, le gardien alerte discrètement la police.
la trahison est totale. Ce moment va laisser en Yoshi une blessure bien plus profonde que toutes les violences physiques subies jusque-là. De nouveau capturé, son transfert vers la prison d'Abashiri est décidé en 1943. Abashiri, dans le nord glacial de Hokkaido, est un lieu dont la réputation fait froid dans le dos. Aucun homme ne s'en est jamais échappé. Les températures y plongent régulièrement bien en dessous de zéro, transformant chaque journée en un combat pour la survie pure. Peu après son arrivée, Yoshi craque sous les violences et hurle qu'il s'échappera encore. Pour illustrer ces mots, il brise le lien entre ses menottes d'un coup sec. C'est une erreur qui va lui coûter très cher. Ce qu'il va endurer ensuite dépasse l'entendement. Les gardiens lui passent des menottes spéciales de 20 kilos vissées, impossible à retirer sans clé, et réduisent ses rations alimentaires de moitié. Des asticots s'installent sous ses bracelets métalliques. Il est contraint de ramper sur le sol pour atteindre son maigre plateau de nourriture. Son corps se détériore rapidement dans cet enfer de métal et de glace. Mais c'est précisément dans ces conditions extrêmes, alors que tout semblait perdu, que Yoshi va concevoir le plan d'évasion le plus ingénieux de toute l'histoire carcérale japonaise. Et son arme secrète ? Un simple bol de soupe miso. En observant attentivement son repas quotidien, Yoshi réalise que le sel contenu dans la soupe miso, combiné à l'humidité constante, peut provoquer une oxydation accélérée sur le métal. Ce phénomène chimique naturel, totalement invisible à court terme, a le pouvoir de ronger progressivement les parties métalliques et de les rendre fragiles. Un plan d'une ingéniosité absolue prend forme. Chaque jour, il conserve discrètement une partie de sa soupe en utilisant de petits linges qu'il applique patiemment sur les verrous de ses menottes et sur les boulons du cadre métallique de sa porte. Le processus est d'une lenteur atroce, mais inévitable. Mois après mois, avec une patience surhumaine, Yoshi applique son mélange salé chaque soir, après la ronde des gardiens. Il veille soigneusement à replacer les parties rouillées dans leur position initiale pour ne pas éveiller les soupçons. Il n'y a aucune place pour la moindre erreur. Au bout de plusieurs mois de travail furtif et méthodique, les verrous rongés par la corrosion finissent par céder. Mais une dernière étape décisive reste à franchir pour s'extraire de la cellule. Et c'est sans doute la partie la plus douloureuse de toute cette incroyable histoire. L'ouverture métallique de la porte est ridiculement petite. Un simple effort physique ne suffit pas pour y passer. Yoshi est obligé de se luxer délibérément les deux épaules pour réduire la largeur de son buste. Avec un corps déjà soumis à des années de violence et de privation, cette douleur est indescriptible. Mais c'est pourtant de cette manière qu'il réussit à se glisser hors de sa cellule, à briser une vitre dans un couloir et à s'échapper définitivement. Yoshi Shiratori devient ainsi le premier et unique homme à s'être évadé de la forteresse imprenable d'Abashiri. Ce record tient encore aujourd'hui. Après cette troisième évasion, Yoshi survit seul pendant près de 2 ans dans une mine abandonnée dans les montagnes, se nourrissant de plantes sauvages et de petits animaux. Totalement coupé du monde, il ignore que la Seconde Guerre mondiale est terminée, que le Japon a capitulé et que les forces américaines occupent désormais le pays. C'est en descendant dans un village voisin qu'il découvre tout ça, stupéfait. Le monde qu'il connaissait n'existe plus. Et avec lui, peut-être, une nouvelle chance de justice. Mais le destin lui réserve encore une dernière épreuve cruelle avant d'y accéder. En 1946, affamé et épuisé, il tente de voler de la nourriture dans un champ. Le fermier le surprend, l'attaque en le prenant pour un voleur récidiviste
et l'altercation tourne au drame. Le fermier perd la vie. Ébranlé mais déterminé à faire confiance au nouveau système judiciaire, Yoshi se rend lui-même à la police pour expliquer qu'il s'agissait de légitime défense. Il espère que dans ce nouveau contexte politique, les choses pourraient enfin être différentes. Elles ne le seront pas, du moins pas tout de suite. Ce qui l'attend est encore plus sombre que tout ce qu'il a traversé. Ces multiples évasions, couplées à la mort du fermier, le mènent à une condamnation à mort. En 1947, Yoshi est envoyé à la prison de Sapporo. Les autorités lui conçoivent une cellule spéciale avec surveillance permanente 24 heures sur 24. Mais Yoshi, en observant que les gardiens négligent le sol lors de leurs inspections, rassemble discrètement un simple bol métallique et un clou. Chaque nuit, il gratte patiemment les planches de bois sous son futon, cache les déblais dans les espaces creux et replace tout soigneusement avant l'aube. Pour tromper les gardiens, il simule une dépression totale. Ce qu'il prépare en réalité est son 4e coup de génie. Pendant des mois, Yoshi creuse un tunnel étroit menant vers le sous-sol de la prison. Ce que les gardiens interprètent comme l'effondrement final d'un homme brisé est en réalité le masque d'une préparation méticuleuse. Un matin d'avril 1947, ils entrent dans sa cellule et la trouvent complètement vide. Pour la 4e fois. La stupeur est totale. Yoshi s'est évadé d'une prison conçue spécialement pour lui, sous les yeux d'une surveillance censée être absolue. Mais cette fois, quelque chose de fondamental a changé en lui. Son corps et son esprit ont atteint leurs limites. Yoshi erre dans la région jusqu'en 1948, épuisé et affaibli à 41 ans. Un jour, assis sur un banc dans la petite localité de Kotonishu, un officier de police s'installe à ses côtés. Au lieu de l'arrêter immédiatement, l'officier lui tend simplement une cigarette et engage la conversation. Ce geste anodin fait l'effet d'une onde de choc sur Yoshi. Dans un Japon marqué par l'après-guerre et les pénuries, offrir une cigarette est un acte de générosité rare. Et surtout, c'est un geste profondément humain, en totale opposition avec tout ce que Yoshi a connu des forces de l'ordre pendant plus d'une décennie. Pour la première fois depuis des années, il baisse sa garde. Il commence à raconter son histoire et finit par avouer qui il est. Il est arrêté, mais cette fois, l'affaire prend un virage inattendu. En repassant son dossier devant la haute cour de Sapporo, de nouveaux éléments sont pris en considération. L'enquête révèle que la mort du fermier relevait bien de la légitime défense. Le fait que Yoshi n'ait jamais blessé aucun gardien lors de ses 4 évasions est également retenu en sa faveur. La peine de mort est révoquée et remplacée par une condamnation de 20 ans. Après des années de brutalité systématique, la justice commence enfin à regarder la vérité en face. Transféré à la prison de Fuchu dans la région de Tokyo, Yoshi découvre pour la première fois des conditions de détention réellement humaines. Sans violence ni intimidation, il change progressivement de posture et abandonne toute tentative d'évasion. Il devient un détenu exemplaire, respecté au sein de l'institution. Libéré sous condition le 21 décembre 1961, après 14 ans à Fuchu, il a alors 54 ans. Il rejoint sa région natale d'Aomori, retrouve sa fille, mais apprend que sa femme est décédée durant toutes ces années. Il mourra en homme libre en 1971, laissant derrière lui l'une des histoires les plus extraordinaires jamais vécues, celle d'un homme ordinaire que l'injustice n'a jamais réussi à briser.